Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur LEA Recap and Chill. Je suis avec Maëlle Hello. et Ada. Salut. Donc aujourd'hui on va explorer l'histoire fascinante et tragique de la colonisation britannique en Inde, de la domination commerciale de la Compagnie des Indes orientales au Raj britannique. Alors on va voir comment l'Inde a été transformée, exploitée et finalement menée à son indépendance. Alors, on va d'abord recontextualiser tout ça avec la création de la Compagnie britannique des Indes orientales en 1600. C'est à la base une entreprise commerciale qui a été fondée pour exploiter le commerce avec l'Asie du Sud-Est et l'Inde. La compagnie Raj, ça vient du mot sanskrit et hindi Raj qui signifie règne. Du coup, le règne exercé par la Compagnie britannique des Indes orientales. Elle s'installe grâce à des alliances avec des élites locales et elle utilise des armées privées pour étendre son contrôle. Et petit à petit, la compagnie, elle se limite plus au commerce, mais finalement, elle exerce un pouvoir administratif et militaire sur de grandes parties de l'Inde. À cette époque, l'objectif principal de cette compagnie, c'était d'enrichir la métropole, sans non plus interférer avec la culture ou l'éducation locale, je dis bien à la base. Mais du coup, on va voir que ça va changer à la fin du XVIIIe siècle. Donc, on passe d'une domination commerciale à une mission plutôt civilisatrice, progressivement. À partir de la fin du XVIIIe siècle, on voit une nouvelle idéologie qui émerge, parce que le colonialisme, ça devient, comme j'ai dit, une mission civilisatrice. Les Britanniques, ils se donnent la responsabilité morale de civiliser, soi-disant, l'Inde. C'est un peu comme ça qu'ils justifient leur domination. En 1797, Charles Grant, président de la compagnie, a publié un essai où il affirme que c'est soi-disant le devoir de la Grande-Bretagne d'éduquer les Indiens pour les guider vers la soi-disant raison. Et cette idée, elle est aussi renforcée par des figures comme Rudyard Kipling. C'est l'auteur de The White Man's Burden, qui a été publié en 1899. Il présente l'impérialisme comme un sacrifice moral des Européens pour élever les peuples colonisés. Donc c'est dans ce contexte qu'en 1835, Thomas Babington Macaulay propose une réforme éducative importante, majeure. Dans sa célèbre Minute sur l'éducation indienne, on apprend qu'il plaide pour une éducation en anglais, mais destinée à former une élite indienne. Et cette élite, en fait, il la décrirait comme une élite indienne de sang et de couleur, mais anglaise de goût, d'opinion, de morale et d'intellect. C'est ce qui est cité sur les slides de Monsieur Courtois, merci. Ensuite, l'objectif, c'est d'utiliser cette élite pour gouverner plus efficacement les masses indiennes. Troisième point que je voulais aussi aborder, le Raj britannique. Donc on peut dire que la domination de la compagnie prend fin après la rébellion. Pardon, la rébellion. Je suis fatiguée. La rébellion indienne de 1857 à 1858. Donc on peut dire que c'est un soulèvement majeur contre la Compagnie des Indes orientales. En 1858, date aussi importante, la couronne britannique assume le contrôle direct de l'Inde. Et à ce moment-là, ça marque le début du Raj britannique, qui est une période de domination coloniale qui va durer jusqu'en 1947. Mais même si les Britanniques modernisent l'Inde avec des chemins de fer, des canaux, des télégraphes et beaucoup d'innovations, en fait, ça sert juste à leur propre intérêt économique. Finalement, on remarque des conséquences économiques et sociales. Dans un premier temps, une grande partie des produits agricoles est exportée, ce qui aggrave les famines, comme celle de 1876 à 1878 qui tue près de 5,5 millions de personnes. Dans un second temps, on a les secours qui sont insuffisants puisque le gouvernement colonial cherche à réduire les dépenses publiques. Du coup, c'est tout pour ce point-là. Ensuite, avant-dernier point, avant de te laisser la parole à Ada, l'émergence du nationalisme indien. Face à cette exploitation, un mouvement nationaliste commence à émerger et c'est de là que se crée le Congrès national indien, INC. Il se crée en 1885 par des administrateurs pro-indiens qui demandent un partage du pouvoir. Ce mouvement gagne en force après la Première Guerre mondiale où 1 million d'Indiens servent dans l'armée britannique. Du coup, cette organisation, elle est sous la direction de Mahatma Gandhi à partir de 1920 et du coup l'INC devient le principal acteur de la lutte pour l'indépendance.
On peut dire sur Gandhi qu'il prône la non-violence et la désobéissance civile, entre guillemets. Il est pacifique. Et pacifique. Dernier point, l'indépendance et la partition. En parallèle, on a la Ligue musulmane qui se crée en 1906. Cette Ligue musulmane, elle milite pour la création d'un État musulman séparé, le Pakistan. En 1947, l'Inde obtient finalement son indépendance, mais tout cela, c'est au prix d'une partition brutale qui divise le sous-continent en deux pays. L'Inde à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane. Cette partition cause des violences massives et des déplacements de millions de personnes. Donc voilà, maintenant je passe la parole à Ada. Alors, je vais parler de la Seconde Guerre mondiale et de l'Inde. Du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Raj britannique mobilise plus de 2,5 millions de soldats indiens pour combattre les forces de l'Axe. La Ligue musulmane soutient l'effort de guerre britannique, tandis que le Congrès national indien, l'INC, exige, lui, l'indépendance comme condition à son appui. Le refus des Britanniques, il a mené à une répression massive. Des milliers de dirigeants de l'INC sont alors emprisonnés. En parallèle, il y a eu un événement comme la famine du Bengale en 1943 qui a causé des millions de morts, aggravant le ressentiment envers les Britanniques, et notamment à cause du refus de Winston Churchill d'envoyer des secours alimentaires. Par la suite, on va voir la partition de l'Inde en 1947. Alors le 14 et le 15 août 1947, la partition de l'Inde aboutit à la création de deux États souverains, c'est-à-dire le Dominion du Pakistan, le 14 août, et l'Union indienne, le 15 août. Alors ces divisions incluent le Bengale, séparé entre le Pakistan oriental et le Bengale occidental en Inde, ainsi que la division du Pendjab. Alors, le rôle du Lord Mountbatten, dernier vice-roi de l'Inde. Vice-roi, pour expliquer un peu ce que c'est un peu le représentant de la couronne en Inde, au final. Mm-hmm. Je te laisse Merci. Alors, il supervise la transition et il joue un rôle clé en persuadant les princes indiens de rejoindre les nouveaux États grâce à ses liens avec la monarchie britannique. Alors ensuite, les principaux acteurs de l'indépendance. On parle du coup de l'INC, le Congrès national indien, qui a été moteur du mouvement pour l'indépendance avec 70 millions de participants. Il devient dominant en Inde après 1947, dirigé par des figures comme Jawaharlal Nehru, Premier ministre de l'Inde. Par la suite, il y a eu la Ligue musulmane, fondée en 1906. Elle milite pour un État musulman indépendant mené par Mohammad Ali Jinnah, le père de la nation pakistanaise. La Ligue domine la politique pakistanaise jusqu'aux années 1950. Ensuite, Mahatma Gandhi, le leader spirituel qui prône la non-violence, il mène la résistance contre les Britanniques. Son assassinat en 1948 a marqué la fin d'une époque d'ailleurs. Ensuite, il y a eu les raisons de la partition. La partition est motivée par des tensions communautaires avec les musulmans minoritaires qui craignent d'être marginalisés sous un gouvernement dominé par les hindous après l'indépendance. Et eux exigent un État séparé pour garantir leurs droits, ce qui mène à la création du Pakistan, du coup. Par la suite, les conséquences et l'héritage. Il y a eu la partition qui a provoqué des déplacements massifs et des violences intercommunautaires, mais elle marque également la fin du Raj britannique et le début des deux États indépendants, chacun façonné par des visions politiques et religieuses distinctes. Voilà. Merci beaucoup, Ada. Merci Ada. Maintenant, du coup, c'est mon tour. Et Je vais un peu rejoindre des sujets que Ada a abordés, mais en essayant un peu de les approfondir. Du coup, je vais commencer par établir 3 temporalités dans le temps, c'est-à-dire de 1920 à 1930, premièrement, qui marquent les débuts de l'idée de la partition. Donc en fait, à ce moment-là, le représentant de la Ligue musulmane, Mohammad Ali Jinnah, il a commencé à élaborer cette idée de
afin de préserver les droits et les intérêts de la communauté musulmane, il fallait créer la partition en fait. Parce que vu qu'il y a une majorité d'hindous, cette majorité, elle aurait pas été aussi préoccupée elle aurait été insensible en fait aux préoccupations des musulmans. Et du coup, ensuite, après ça, de 1930 à 1942, il y a eu une montée en fait de cette idéologie, pas seulement par Muhammad Ali Jinnah, mais par la communauté en général, renforcée par des groupes hindous comme le Mahasabha. C'est ça. Bien joué. Et à ce moment-là, on savait que la partition elle allait être inévitable. Mais c'est en 1946, avec le Direct Action Day, dont tu as parlé, Ada, que vraiment la partition, c'était nécessaire. Parce qu'en fait, pendant cette journée de mobilisation organisée par la Muslim League, pour réclamer un État séparé, il y a eu les émeutes de Calcutta, et ça a causé environ 4000 morts et 100 000 déplacés en seulement 72 heures. Par rapport à Gandhi, on peut dire que son point de vue sur cette partition, c'était un peu... Au début, il était contre la partition. Et au final, il a décidé qu'il devrait y avoir des concessions. Et c'est même ce qui a mené à sa mort par un nationaliste hindou qui en fait disait qu'il prônait les valeurs musulmanes à la place de celles des hindous. Pour aussi rebondir sur le plan Mountbatten et la ligne de Radcliffe, en fait, le plan Mountbatten, aussi appelé le plan du 3 juin 1947, juste avant mon anniversaire. Merci pour l'info. À retenir. Il n'y a pas de souci, le 4 juin, on retient. C'est ça qui va officialiser la division. Donc en fait, la ligne Radcliffe, c'est la ligne qui sépare le Pakistan Est, le Pakistan Ouest et l'Inde au milieu. Elle a été tracée par Sir Cyril Radcliffe et ça c'est en seulement quelques semaines. Donc en fait pour vous donner une ordre d'idée des choses, si je retrouve mes données, le 3 juin il a été amené à cette mission en fait. Il est arrivé à Delhi le 8 juillet 1947. Le 13 juillet il a donné son rapport. Donc ça fait à peine 2 mois d'écart entre le moment où... 1 mois déjà entre le moment où il arrive et le moment où il donne son rapport, sachant qu'il ne connaissait rien de l'Inde. 14 ou 15 août 1947, il y a eu la séparation du coup entre l'Inde et le Pakistan. Et la ligne, en fait, la déclaration pour dire la séparation est faite, vous devez quitter l'endroit où vous êtes si jamais vous n'êtes pas au Pakistan ou en Inde si vous êtes hindou ou musulman, ça a été fait le 17 août. Et c'était super tard en fait. Donc ça a mené à un exode massif des populations hindoues et musulmanes. Donc on se met dans la peau d'un hindou qui est en fait au Pakistan, qui a besoin de fuir là où il est pour fuir en fait les répressions, pour être en sécurité en fait. Et pour vous donner une ordre d'idée, il y a eu à peu près 14 à 15 millions de personnes qui ont fui leur maison. 7 millions du côté musulman et 7 millions du côté hindou et sikh. Ouais, quand même. Du coup, les gouvernements étaient vraiment mal préparés à ça et ça a entraîné la mort d'environ 500 000 personnes. Dans une vision optimiste, seulement 200 000, mais pessimiste, à peu près 1 million. Il y a quand même un écart important. Ouais, les données ne sont pas assez claires. Et par rapport à des données pas assez claires, on peut parler aussi de l'impact de ce mouvement sur les femmes. On n'a pas énormément de données, si ce n'est grâce aux archives et aux témoignages. Mais en fait, les femmes, elles ont été vraiment touchées par cet exode, par cette partition. Elles ont souffert énormément de violences. Les raisons, c'est tout simplement parce qu'en fait, déshonorer une femme, ça revient à déshonorer la culture, la religion et le statut de l'homme qui est marié à elle. Et en fait, les femmes, à cette période, elles ont souffert de viols, de kidnapping, d'agressions, Elles ont été promenées nues dans les rues et forcées à prostitution. Ils leur ont coupé les seins aussi. Bref, en fait, tout ce qui était plus horrible que vous pouvez l'imaginer. Tout ça. Elles ont aussi
étaient obligés à se marier ou à changer d'identité, bref. Comme j'ai dit, ces crimes visaient à humilier et désacraliser en gros les communautés opposées. Du coup, on peut dire que la partition, bien qu'elle ait évité une guerre civile totale, elle a laissé un héritage de douleurs, de déplacements massifs et de traumatismes transgénérationnels. Et voilà. Bah, merci. Peut-être qu'on pourrait faire une conclusion globale, chacun son tour. Pour commencer la conclusion. Alors, moi je dirais que l'Inde post-coloniale porte encore les marques du Raj britannique, comme on l'a vu. Les infrastructures, le système juridique et l'administration ont été façonnés par la colonisation, mais elles portent aussi des cicatrices, des divisions religieuses et des famines causées par l'exploitation coloniale. Enfin, j'ajouterais que la lutte pour l'indépendance menée par Gandhi et d'autres figures, elle a été inspirée des mouvements anticoloniaux dans le monde entier. Voilà. Ok. Et toi, Ada ? Alors, moi, je dirais qu'en conclusion, que la Seconde Guerre mondiale a accéléré les tensions en Inde et exacerbé par le rôle de l'INC, de la Ligue musulmane et les tragédies comme la famine du Bengale. La partition de 1947 a marqué la fin de la domination britannique et la naissance de 2 États indépendants, c'est-à-dire l'Inde et le Pakistan. Mais comme on l'a vu avec ma partie, du coup, ça a été au prix de violences communautaires, de déplacements massifs et de profondes divisions. Donc on peut dire que même si cette période, elle a ouvert une nouvelle ère de souveraineté, elle a également laissé un héritage de douleurs et de fractures durables sur le sous-continent. Aussi, la partition de l'Inde, elle découle d'un processus initié dès les années 1920, marqué par les tensions croissantes entre les communautés hindoues et musulmanes, et alimenté par des revendications politiques et des violences comme le Direct Action Day. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce podcast. On vous rappelle que c'est l'avant-dernier, avant le dernier de la semaine prochaine. Avant-dernier. Et comme d'habitude, vous voterez sur le compte Instagram pour le cours que vous voudrez. N'hésitez pas si vous avez des questions à propos de ce podcast en privé sur le compte Instagram. Voilà, merci. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Hello Erika Bentil. À bientôt. Salut.